petit sondage pour essayer de capter un peu la maturité du public sur le sujet. Qui a déjà entendu parler du terme unfix? Qui a réellement regardé ce qu'il y avait dedans? Une petite 10-12 personnes. Super. On y va, c'est l'heure. Bienvenue à tous, j'espère que vous passez une bonne conférence. On a choisi avec Thomas de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui s'appelle unfix, qui est un peu nouveau dans la galaxie agile, pour une fois qu'il y a une nouveauté. Donc on va essayer de voir un petit peu, est-ce que c'est un framework, est-ce que c'est un concurrent de Safe, de LESS, etc. Peut-être pas. Bref, bienvenue à ce petit slot qui se veut un vrai partage de notre découverte de ce nouvel outil. Et donc on va essayer de le faire de manière un peu dynamique. Je m'appelle Clément Rochat, je suis coach agile depuis maintenant bien des années, même plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui je travaille chez Scaleway, qui est un cloud provider. Donc, on est un cloud provider français, on développe nos data centers et toute la couche logicielle qui fait de nous un cloud provider aujourd'hui, avec des petites spécificités sur l'innovation autour de nos data centers qui ne consomment pas de climatisation par exemple, donc ça permet de consommer moins d'énergie. Et un vrai sujet autour de la responsabilité à la fois aussi de vos données, c'est-à-dire qu'on vous laisse le choix de venir et de partir de Scaleway. Et surtout, on est français, avec des logiciels français, des licences françaises, et donc du coup, ça nous permet d'être sur du droit français, européen, et pas autre droit. Voilà, et donc maintenant, je fais du coaching agile principalement. Alors oui, il faut qu'on se partage le micro. Donc moi, c'est Thomas Clavier, je suis coach agile, craft, DevOps, un petit peu ce qu'on veut, chez Akoba, une petite société qui fait du conseil en transfo. Et puis j'ai une deuxième casquette, je suis enseignant-chercheur à l'université de Lille. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, voilà l'agenda de notre petite, j'allais dire conférence, mais ce n'est pas vraiment une conférence, c'est notre slot. Donc on va d'abord commencer par parler de ce que c'est que unfix ou de ce que ça n'est pas. On va parler de qu'est-ce que c'est que ce modèle, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les objets, etc. Après, on a voulu le faire le plus convivial possible, donc on va se faire interviewer par des grands journalistes. Et puis, troisième partie, on espère que ça va générer chez vous plein de questions et plein d'interrogations. Et donc, vous laissez la parole pour qu'on puisse essayer de répondre avec notre petite expérience sur le sujet. Commençons. Donc, unfix, c'est ça. Ça va, ça? Juste pour donner un peu un indice de temps, unfix, les premières fois où Jürgen Appelo, qui est le créateur et l'animateur de cette nouvelle communauté, en a parlé, c'est septembre 2021, et les premiers livrables et écrits sur le sujet, c'est janvier 2022. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement récent, plutôt abouti dans ce qu'on a pu découvrir. Et donc du coup, on est sur du tout neuf. On est sur du tout neuf avec une charte graphique absolument extraordinaire. Quand on pose la question à Jürgen Appelo de qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un framework, est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est... en fait, il répond ça. Donc, ça ne répond pas vraiment à notre question, mais on sait que c'est pas vraiment un framework, c'est pas vraiment un modèle, c'est plutôt un espèce d'outil qui va nous permettre de modéliser des organisations. Ah oui, ça c'était mon quiz. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé unfix? Donc, je vous donne les 4 hypothèses que nous avons conçues. Est-ce que c'est la nouvelle langue des coachs pour unfix, qui est un unique, et fix,
la dose de drogue. Est-ce que c'est parce qu'une organisation apprenante ne peut pas avoir une organisation figée dans le temps? Non, et fixe, figé. Ou alors est-ce que c'est le framework de réparation des organisations? L'unité fixe la réparation. Ou organisons nos entreprises comme l'univers. Pour universe et fixe pour attaché. À votre avis, je vous laisse voter à main levée. 1, 2, 3 ou 4? C'était la réponse 2 et vous avez répondu juste à l'unanimité. Bravo. S'il y avait une victoire, Ouais. Alors quand il commence à parler de unfix et de pourquoi, oui, les organisations ont besoin de modéliser, enfin de continuer à se modéliser et de faire en sorte qu'on puisse les modéliser, les décrire dans le temps alors qu'elles ne sont pas figées, c'est aussi en partant d'un contexte, d'un postulat de base qu'on entend de plus en plus un peu partout, c'est que l'agilité est morte. C'est fini. C'est fini, il y a tellement d'organisations, tellement de sociétés qui font de l'agile, au lieu de parler de culture, au lieu de parler d'état d'esprit, ils arrivent avec juste des frameworks qu'ils essaient d'appliquer à la lettre. Et on se retrouve avec des échecs à peu près criants systématiquement. C'est-à-dire que quand on essaye de dérouler quelque chose qui n'est pas une recette, qui n'est pas une méthode, autant une recette pour faire des crêpes, normalement on y arrive à peu près à coup sûr, on fait des crêpes à la sortie. L'agilité, c'est avant tout un état d'esprit. Et quand on essaye de le déployer comme étant juste un ensemble de pratiques et d'outils, il y a de grandes chances que ça ne donne pas le résultat attendu. Et donc, c'est en partant de ce postulat qu'il va chercher à aller voir comment on fait pour modéliser des organisations apprenantes. Alors là, je vous ai donné... alors oui, je viens de Roubaix, j'ai oublié de vous dire que j'étais un petit Roubaisien. Et à Roubaix, on a un passé, un historique qui est très très industriel. Et entre autres, on a l'usine Vanotrive, qui était une grosse usine textile. Alors là, c'est une photo prise dans les locaux en 1873. Usine qui regroupait à peu près 2500 personnes, avec une organisation ultra pyramidale, et qui produisait du linge de maison. Aujourd'hui, l'entreprise est complètement morte, elle a été remplacée par un truc qui s'appelle la pleine image, mais ce n'est pas le contexte. Pour décrire l'usine Vanotrive et son mode de fonctionnement, finalement, une grande pyramide, ça suffit. Pour décrire une organisation plus moderne, l'organisation Gore qui représente un peu plus de 1800 personnes dans le monde, ils ont 80 sites, et ce sont des petites usines, des petits sites qui sont indépendants, qui représentent au grand maximum 200 personnes, et qui fonctionnent en réseau. C'est un espèce de maillage complet dans lequel on a une usine qui est spécialiste de cordes de guitare, parce que oui, Gore fait des cordes de guitare. Il paraît que ce sont les meilleures cordes de guitare, je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle. Mais Gore ne fait pas que ça, ils font aussi du Gore-Tex, ils font plein de choses. Et en fait, chaque usine est complètement indépendante, mais malgré tout avec un réseau très très fort et un maillage ultra fort. Comment on arrive à modéliser ce genre d'organisation aujourd'hui avec les frameworks qu'on a sous la main. Donc on vient résumer tout ce qu'on vient de raconter, c'est que le modèle fixe, on ne va pas parler de framework même si j'en ai bien envie de temps en temps, c'est pour décrire des organisations apprenantes. C'est pour changer le vocabulaire. Alors j'ai une anecdote qui m'a frappé hier. J'étais dans le retour d'expérience de la Caisse des dépôts. Et ils nous ont dit on a eu toute une époque où on était très Scrum.org, puis toute une époque où il y a un nouveau DSI qui est arrivé, et tout à coup on est passé très safe. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un product owner d'après Scrum.org et un product owner d'après safe? C'est pas exactement la même chose. Et donc on s'est retrouvé avec des conflits dans la boîte de non, c'est pas ça un PO, si c'est ça un PO, non, c'est pas ça un PO. Et la même chose sur les Scrum Masters. Donc on se retrouve avec un vocabulaire qui vient de différents outils, différents frameworks, qui est identique et qui ne décrit pas exactement la même chose. Voilà, on change complètement le vocabulaire, comme ça au moins, il n'y a plus d'ambiguïté. Et l'autre objectif, c'est de décrire une organisation dans son intégralité. Donc voilà, j'arrête de parler.
Et on va rentrer dans le vif du sujet directement sur les composants, en partant du magnifique schéma de base qu'on avait, enfin d'origine. Et donc, le premier élément qu'on a, c'est le grand cercle, qui correspond à une base. Une base, c'est un regroupement d'à peu près 100, 150, peut-être 200 personnes. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, que je te laisse la parole quand même. Et il n'y a aucune ambiguïté dans les écrits sur le site Unfix ou sur le forum qui traite des sujets actuellement. Appelez-le tribes, appelez-le base, appelez-le département, ça n'a aucune importance. Vous pouvez utiliser l'outil et garder vos mots. Le but, c'est d'avancer et de visualiser. Donc, il y a plein de cas où on dit bon, ok, c'est bien gentil, mais nous, ça fait longtemps qu'on appelle ça des tribus, donc on appelle ça des... C'est le même concept qui est derrière la base au sens Unfix. On décrit quelque chose qui, idéalement, a une taille d'une 50aine de personnes, mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Encore une fois, on n'est pas prescriptif, on cercle quelque chose qui a un sens, du coup, qui est une petite intra-entreprise où les gens se font particulièrement confiance. Donc de Dunbar, tout ça, on est dans la démarche. Donc c'est ça l'idée. Dans la description, juste avant, peut-être. Et on décrit, et ça c'est une des forces d'Unfix, on va décrire plein de petits cas de bases différentes, par exemple. Il y a des bases qui sont très intégrées. Il y a des bases qui déversent un livrable dans une autre base. Il y a des bases qui sont complètement isolées et qui vivent leur vie dans l'entreprise d'une manière différente. Peut-être certaines sont complètement concurrentes dans l'entreprise. Jorgen Appelo fait appel à des exemples sur des boîtes comme Hire, par exemple. Gore aurait pu être un exemple. Il y a vraiment cette notion-là de maillage d'un réseau de petits groupes isolés et très autonomes dans leur fonctionnement. Donc voilà la base. Et vous trouverez du coup la description, je les ai mis là-bas, mais des différents types de bases connues aujourd'hui ou répertoriées pour vous donner le moyen d'assumer que votre base, avec ce que vous y aviez mis dans votre entreprise, ça correspond à un de ces schémas qui est plutôt général dans le généralisé. On n'a pas posé la question, team topologie, qui voit à peu près de quoi on parle. Un peu moins, à peu près pareil que Unfix. Aucune ambiguïté non plus, tout ce qui est dans team topologie est repris pratiquement mot pour mot, enfin concept pour concept dans Unfix. Et donc on a nos value stream crew. Le terme de crew va apparaître pour tout ce qui est petites équipes au sens petite équipe agile dans la démarche. Et donc on va même couleur que les Streamline Team dans Team Topologie, on a cette démarche d'équipe. Alors, pareil, appelez-les des squads, appelez-les des feature teams, peu importe votre obédience, aucune importance. Ce qui compte, c'est de visualiser dans la démarche. Donc voilà, le premier bout en bout, une squad. Encore un. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement et les coachs vont en général apprécier. On visualise et l'outil permet de visualiser des équipes de facilitation, des équipes de coach, des équipes quel que soit le coach, un coach produit, un coach agile, quelqu'un qui aide les équipes, qui aide ces value stream crew à être autonomes. Il y a une façon de visualiser cette action de facilitation. C'est plus un métier bizarre dans le système qui n'a pas sa hiérarchie, sa compréhension. Il est normal, quand on essaye d'avoir des équipes qui, de bout en bout, avec peu de personnes, font le livrable du début à la fin, d'avoir des gens qui les supportent, qui les aident à être efficaces. On aurait pu parler de component team. C'est l'essence même de la capability crew. Vraiment, c'est un équipage qui va regrouper un ensemble d'experts et qui va pouvoir livrer soit un composant, soit livrer de l'expertise qui va être déléguée à l'intérieur des flux de valeur.
À côté de ça, on se retrouve avec une plateforme crew, ou alors des plateformes crew. On pourrait en avoir plusieurs. Des gens qui vont fournir un ensemble de services à l'ensemble des flux de création de valeur. Donc là, on est sur quelque chose de... on fournit des API, on va fournir des services, on fournit des choses en transverse. On parle déjà de type topologie. Ouais, j'ai bien entendu. Du coup, si vous ne connaissez pas Team Topology, c'est un bouquin qui est sorti en 2019, donc assez récent, qui a vraiment changé un peu la donne sur. Il y a une première littérature qui décrit vraiment comment des entreprises et des organisations qui correspondent à nos besoins aujourd'hui dans des boîtes très light. Les Streamline Teams, les Enablement Teams, donc les teams de facilitation, les Complex System Teams, les Capability Teams, nom de crew dont on a parlé tout à l'heure, et les Platform Teams, pas la même couleur mais c'est la même idée. Et ensuite, des modes de fonctionnement. Le premier, c'est on collabore, mais donc du coup, on est obligé de travailler ensemble, de planifier du travail ensemble. Et donc du coup, ça peut prendre du temps, les gens ne sont pas forcément dispo. Le deuxième, c'est les deux suivants qui sont plus virtueux dans la démarche, en tout cas dans le sens de l'histoire. C'est un système où les équipes qui avant étaient sur le chemin et donc on devait planifier du travail avec eux, ils vont plutôt se considérer comme un produit et donc donner la capacité d'avancer en autonomie à l'équipe. Et donc du coup, ils vont faire des choses as a service. Plutôt que de créer un ticket pour que dans mon équipe je fasse une action, je vais créer une API ou un service qui permet de le faire à la demande. C'est cette notion de découplage, du coup, de dire vous en avez besoin maintenant, on a réfléchi comment le faire pour que vous puissiez le lancer en appuyant sur un bouton, peu importe, mais donc vous le fassiez sans réserver du temps chez nous. Et la notion de facilitation, pareil, quand on n'est pas expert du sujet, peut-être que juste un coup de pouce, des guidelines, ou en tout cas accompagner pour que les gens fassent les choses de la bonne manière plutôt que d'attendre la validation un peu plus tard et on dit bah non, c'était pas bon, la sécurité c'est pas ça. On préfère des gens qui forment, qui aident avant de faire la conception pour qu'on soit sûr au moment de la validation que ce soit un non-événement. Alors, on est d'accord que pour qu'une entreprise fonctionne, pour qu'un produit soit un succès, il faut remettre le client au centre. Dans la façon de... Alors là, on commence à toucher du doigt le fait que le modèle n'est pas si agnostique que ça, puisque finalement, il arrive avec un ensemble de convictions. Et donc, première des convictions, c'est effectivement qu'il faut que le client soit au centre. Il faut se faire aimer du client. Donc si on fait ça, on se retrouve avec une équipe transverse, l'expérience pro, qui elle va juste se concentrer sur est-ce que nos clients sont contents. Donc on va aller chercher de la valeur, on va aller chercher de la data, puis je vous en parlerai tout à l'heure par rapport à des retours d'expérience. Clairement, c'est une équipe dans laquelle on s'est retrouvé avec du marketing, de la data et quelques informaticiens. Et en miroir de cet équipage très orienté résultat et est-ce que les clients sont contents, on se retrouve avec un deuxième équipage qui lui va aller chercher les partenaires, va aller chercher les utilisateurs, va aller faire de l'acquisition, va aller faire... Et donc celui-là, on est sur le partnership group. On est vraiment sur le pendant du précédent. Enfin, vous avez dû voir un petit peu partout dans le lot, il y a des captains un peu dans chaque équipage. Mais pour de vrai, il y a un point qui est important, et il y a encore là un choix qui a été fait. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est toujours capable de modéliser avec les managers à l'intérieur des équipes. Mais il y a un choix qui est fait de dire, quand on a une organisation qui est très matricielle, que ce soit à coup de Spotify ou à coup de ce qu'on veut, on se retrouve avec
des gardes-chapelles entre les managers, avec le manager qui ne sait plus trop qui aller voir. Est-ce qu'il va voir son manager de guilde? Est-ce qu'il va voir son manager d'équipe? Est-ce qu'il est responsable de... Est-ce que sa prime de fin d'année elle va être décidée par tel ou tel autre manager? Donc là, ils font un choix qui est, on va dire, qui est drastique, qui est de dire non, on ne va pas mettre un seul manager dans les équipes, on les sort tous, ils sont tous dans une équipe de management, qui est l'équipe de gouvernance. Enfin, j'en ai parlé juste avant, mais il peut y avoir des guildes, il peut y avoir des choses qui ressemblent à des... Comment on fait pour que, quand on est tous ensemble sur un métier donné, sur une techno donnée, sur quelque chose de particulier, comment on fait pour pouvoir, malgré tout, avoir des moments d'échange et des moments de pratique intenses, il appelle ça des forums. Et donc on se retrouve avec la même visualisation verticale pour la partie forum. Encore une fois, communauté de pratique, guilde, c'est des termes qui sont même assumés, utilisés ou pour compléter la compréhension de ce que c'est qu'un forum en suite. On parle du même concept. Ça vous rappelle quelque chose? Storming, forming, norming et performing. Les 4 étapes, enfin les 5 étapes du PAN. Pour faire une équipe, et c'est une des bases de l'agilité, et c'est pour ça qu'on souvent on souligne, et c'est très important, comment faire pour que nos équipes restent pérennes dans le temps. C'est parce qu'en fait, il y a au moins ces 4 ou 5 étapes à maintenir. Et donc, avant que l'équipe soit performante, on sait qu'on va passer du temps dans les étapes précédentes. Donc on ne va pas créer une équipe ex nihilo, et puis 2 sprints plus tard, dire non mais ça y est, c'est fini, on casse l'équipe, on en fait une autre. Ça, on a vraiment l'impression que c'est contre-productif. Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà vu des équipages temporaires qui fonctionnent et qui sont super opérationnels. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un avion, les hôtesses de l'air, alors c'est un équipage un peu particulier puisque c'était le premier équipage totalement féminin chez Air France. Et donc, pilote, hôtesse de l'air, mécanicien, enfin mécanicienne en l'occurrence, on se retrouve avec un équipage complet qui est temporaire et qui va durer le temps du vol. Comment ça se fait que finalement, il y a des endroits dans lesquels ça fonctionne et que nous, on n'arrête pas de dire que dans nos organisations dites agiles, il faut surtout garder les équipes le plus longtemps possible. Et finalement, la base, elle est plutôt un cadre propice pour faire des espaces des équipes qui sont temporaires. Et on accepte de dire qu'on va avoir des équipes qui sont temporaires. Et dans la base, on a un ensemble de personnes qui se font confiance et on est capable d'extraire, en tout cas de piocher à l'intérieur de cette base, un ensemble de personnes qui vont constituer un équipage temporaire. Après, on est d'accord, ça fait mal, on essaye, et c'est en tombant qu'on va réapprendre. Donc oui, c'est un truc qui est désagréable, mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer et de le refaire régulièrement. C'est un sujet qui revient de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez sur le terrain, mais cette notion de reformer des équipes, d'avoir un pool de gens plutôt compétents et efficaces et qui peuvent faire des choses pendant quelques semaines, pendant quelques mois, c'est une lame de fond. Pour moi, c'est un truc qui est en train d'arriver. Et souvent, je me bats avec l'idée que non, c'est pas un retour en arrière et un plébiscite de les task force, ça a marché. Dans la démarche, en tout cas celle que nous, on comprend de ce modèle-là, c'est la base est un environnement sécurisé. Il y a des gens et on s'entraîne à être capable de dynamiquement refaire les équipes. Une notion de facilitation peut aider aussi. Des onboarding très efficaces, des façons de travailler communes qui font qu'on peut faire bouger un peu les lignes régulièrement du moment que ça fait partie de notre discipline et de notre entraînement quotidien dans notre base. Il est hors de question de prendre les gens d'une autre base
pour les parachuter là, parce qu'il y avait un besoin particulier à un moment ou à un autre. On va pas tout prendre sur un fixe, là on s'arrête avec cette dernière slide. Donc vous avez vu les principaux outils de visualisation et les 7 principes qui sont émis par Apello. Rien de nouveau pour des gens habitués à travailler dans nos mondes. Il y a des vocabulaires, des choses qui sont quand même intéressantes. Moi je retiens le don't fail. On aime bien fail fast, machin, c'est génial de rater, qu'est-ce qu'on est bon quand on se plante. Alors il dit pas qu'il va pas contre ça. Par contre il dit arrêtons d'avoir ce discours négatif. On sait tout ce qui marche pas et qu'on ne peut pas aller voir un chef en lui disant que c'est génial de se planter. Et donc il propose d'avoir des tournures plus positives et de plutôt axer ça sur l'apprentissage et la sécurisation des choses. Donc voilà un petit peu le truc, il y a des petits changements, il y a une page sur le site qui décrit un petit texte pour chacune des principes. C'est une autre façon de formuler les choses, mais elle est moi je trouve plus en adéquation avec notre réalité d'aujourd'hui. Et je voulais revenir juste sur un dernier que je trouve super intéressant, le 5, qui est clairement des choses d'urbanisme, de microservices, tout ce qui est autour de ça. Du coup, high cohesion, low coupling. Entre nos bases, on va essayer de beaucoup communiquer à l'intérieur, d'avoir des canaux très simples, très clairs, avec peu d'informations, mais les bonnes entre. Si vous connaissez la loi de Conway, moi ces sujets-là, ça me parle beaucoup. L'idée, c'est que on va se retrouver dans un cadre où on est en train de créer des organisations qui vont permettre de créer des architectures logicielles, des designs qui ont du sens. Donc tous les designs qui sont censés être les designs à l'état de l'art d'aujourd'hui, en fait, ils sont créés par des équipes qui fonctionnent avec des... On ne peut pas faire des équipes traditionnelles, component team, et avoir une bonne architecture. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, on ne développe pas, mais la loi de Conway l'explique très bien. Et donc là, on est en train d'organiser les choses avec des termes qui, jusqu'à présent, étaient plutôt utilisés dans les architectures modernes de l'IT. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Là, on a essayé de juste décrire le modèle tel qu'il était, de vous donner le maximum de vision si vous ne l'aviez pas encore découvert. Et maintenant, on va essayer de rendre ça un peu dynamique, mais on s'est posé les questions qu'on aurait voulu qu'on nous pose pour essayer de décrire comment on a vécu notre montée en compétences et comment on a découvert le fonctionnement. Donc la première, c'est comment as-tu découvert FX? Je vais commencer. Le premier truc que je cherchais, c'était à trouver des écrits, des blogs, des choses, des gens qui partageaient qu'est-ce qu'ils avaient réellement fait avec Team Topology. On a tous vu les quelques dessins qui sont sur Google Images de Team Topology. Personne partage quelque chose qui ressemble à une vraie entreprise. C'est hyper dur de trouver. Le seul que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est un partage du CTO et du VP de Docker, Jean-Laurent Morland pour ceux qui le connaissent, qui a vraiment mis la nouvelle organisation de Docker sous Team Topology. Sauf que c'est Païs, un des co-écrivains du bouquin, qui l'a fait pour eux en tant que consultant. Donc finalement, encore une fois, un peu raté, personne ne partage des choses. Donc j'ai cherché un peu tout ça, et puis je suis tombé un peu par hasard sur les donc ça devait être en avril, donc 3 mois après la sortie des premières choses, sur un truc qui était un peu plus visuel, un peu plus actif, qui décrivait à peu près la même chose, avec les mêmes couleurs, mais un peu plus avec des feedbacks sur le blog. Il y a des use cases, etc. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai découvert le truc par hasard en cherchant du type topologie. Alors moi, comment je l'ai connu et pourquoi ça m'a plu. Bon, en gros, Clément m'avait appelé pour l'aider dans une mission chez Scaleway. Et puis autour d'un café, il m'en a parlé. Je me suis dit, putain, mais c'est génial ce truc, ça me donne vachement envie de regarder de plus près. En plus, j'ai l'impression que ça commençait à popper un peu dans mon réseau et
et sur Twitter et LinkedIn et compagnie. Il y a plein d'endroits où ça commence à popper. Donc finalement, j'ai été regardé de plus près. Et alors, ce qui m'a bien plu, moi, à l'intérieur, c'est la notion de, même si malgré tout, il y a quelques directives, entre guillemets, ou en tout cas, il y a des choix, mais c'est ces côtés très agnostiques de je suis capable de décrire une organisation, quelle qu'elle soit. Une organisation ultra pyramidale comme une organisation ultra agile. Et ça, j'ai commencé à trouver ça plutôt intéressant. Et toi, Clément, qu'est-ce qui t'a plu dedans? Je suis quelqu'un de très conceptuel. J'adore pouvoir modéliser les choses, et donc clairement, le fait de commencer à pouvoir jouer et modéliser des choses que d'autres avaient besoin d'écrire autrement, mais où je ne me retrouvais pas et je n'accrochais pas parce que je n'avais pas ce visuel, là j'ai pu le faire. Donc ça, ça a été vraiment le truc génial. On l'a pas dit tout à l'heure, il dit clairement, c'est pas fait pour l'IT, c'est fait pour tout le monde. Et vous le voyez avec le dessin, ce qu'on vous a présenté, potentiellement, quel que soit le métier, l'entreprise qu'on veut décrire, on peut arriver à décrire quelque chose même s'il n'y a aucun code dedans. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire l'accent, mais on est obligé de la mettre en anglais après avoir choisi la photo. In what context did you apply and fix? Pour le premier, mon besoin, on était en plein dans une réorg qui devenait une entreprise qui passait en 4 ans, on est passé d'à peu près 180 personnes à 500, avec 250 à peu près développeurs, et dans un truc très agile depuis le début, en tout cas avec des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé dans les années précédentes avant l'agilité. Donc du coup, c'était quand même quelque chose d'assez cohérent avec tout ce qu'on peut connaître. Au début, on n'était pas beaucoup, donc du coup, on arrive à s'en sortir avec l'équivalent d'un pseudo-train, si on parlait de Safe, parce qu'on n'utilisait pas Safe, mais on utilisait la notion de PI planning, en tout cas ce moment par trimestre où on se voit tous et on essaye, avec un programme board, de visualiser l'état de la coordination de tous les sujets. C'était juste ça. Et ça marchait très bien tant qu'on était quelques dizaines. Et puis on a grossi de plus en plus. Il y a un moment où ça ne marchait plus, on était trop, donc de Dumbar, tout ça. Et donc du coup on a commencé à casser ce système-là en faisant des petites entités. Et donc du coup, quand il a fallu remettre ça à plat et qu'on avait déjà décidé ces grosses entités, qu'on avait à peu près 4-5 départements assez isolés, ben en fait, j'ai découvert le système et du coup, je l'ai très vite dessiné. Et donc en un slide, j'étais capable de dessiner un truc qui était soit un fichier Excel avec 250 noms, soit des dizaines de slides pour essayer d'expliquer partout le contexte, les différences, etc. Donc du coup, c'était ça vraiment le gros truc. Alors moi de mon côté, je venais de finir ma mission chez Scaleway et j'arrive dans une autre, on va dire, start-up parisienne, City Scout. Et là, on a un mandat qui est comment on fait pour essayer de se réorganiser. Attends, j'ai déjà vu un outil, là, ça devient mon marteau du moment. Je vais l'utiliser. Et donc voilà, dans quel contexte je l'ai utilisé. C'était plutôt mandat de réorganiser une entreprise. On est sur une entreprise qui n'est pas très grosse. Il y a quoi ? Il y a 50 personnes côté DSI, mais il y a aussi au total 350 personnes, puisqu'en fait ils ont tout ce qu'ils appellent les loopers et les polis, qui sont les personnes qui vont entretenir les scouts dans les rues, qui vont les réparer dans les entrepôts, enfin dans les garages. Et en fait, il y avait tout ça à essayer de modéliser. Et je me suis dit, trop génial, il y a un outil là qui permet de modéliser la totalité de l'entreprise. On va pouvoir l'utiliser, ça va être beau. Et donc, ça a donné des résultats plutôt intéressants. Et je crois que c'était la slide d'après. Ah non, ouais, pas tout de suite.
d'habitude, c'est mal monté en compétence. Alors moi, comment je suis monté en compétence sur le sujet en fait, en regardant le site web. Déjà, la base, c'est unfix.org. Et il y a une quantité mais colossale de documentation dessus. Il y a un autre élément qui m'a bien plu quand je suis arrivé dessus, c'est l'aspect très communautaire. Il y a un forum qui est assez intéressant, qui est très vivant, qui permet vraiment d'avoir plein d'éléments intéressants. Et puis, Jürgen Appelo a fait plein de vidéos. Pire qu'il a, pendant toute la période de confinement, il a fait une quantité colossale de vidéos. Il a été invité dans plein de meet-up et plein de ceux dans lesquels il a raconté, expliqué et repris des cas d'usage, des cas d'école, repris des organisations existantes en essayant d'appliquer Unfix dessus. Et pour moi, ça a été vraiment une source facile d'apprentissage. De mon côté, quand vous connaissez plutôt bien déjà 2, 3, 4 frameworks et que vous avez un peu quelques années dans le coaching en organisation, finalement, il n'y a pas de nouveaux concepts dans l'histoire. Par contre, moi j'ai trouvé des trucs très assimilables de mon côté, et donc du coup j'ai tout de suite commencé à visualiser, tout de suite commencé à faire le lien entre les différents termes, les différents vocabulaires. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'étais vraiment dans une phase où j'étais en train de combattre des utilisations de termes, merci Spotify, squad, chapter, etc., qui sont toujours là, des gens qui sont persuadés de faire ça, et quand on regarde bien, ils font exactement, enfin ils font pas du tout une squad au sens Spotify, ils font une squad, certes, d'ailleurs, elle est claire et elle est expliquée, mais par contre c'est pas la même démarche. Et donc du coup j'ai vraiment tenté de faire un coup de poker là-dedans, de secouer un peu tout avec un nouveau langage pour essayer de voir si les gens étaient capables d'argumenter et leur utilisation, leur vocabulaire. Donc ça a été assez facile parce que baignant déjà dans tout ça, et puis dans les travaux d'Appelo sur Management 3.0 aussi, qui sont quand même très largement réutilisés, rebrandés aussi, c'est un peu une évolution aussi de certaines façons d'organiser, de faire du management 3.0. Je pense que d'après, c'est Maria qui me demande comment les équipes sont montées en compétence sur le sujet. Alors, du côté de chez Cityscout, ils étaient ultra pressés. Genre, fallait faire ça pour hier. Et donc, je leur ai dit, vous avez cet outil-là, il permet, est-ce que vous voulez que je vous forme dessus et qu'on essaye de construire un bout de forme? Non, c'est bon, il y a le site, ça a l'air bien, quand je clique sur les icônes, ça me décrit vite fait ce que c'est, je devrais m'en sortir et on va faire ça avec ça. Et donc, l'équipe complète, alors j'avais une espèce de coalition, j'avais 4 personnes qui représentaient une bonne part des équipes, qui ont commencé à modéliser l'organisation du moment de Cityscout et qui l'ont fait en piochant, en regardant le site, en disant ah mais ça correspond pas bien, en fait c'est peut-être pas une capability crow, c'est peut-être une facility, etc. Et pour eux ils sont montés en compétences comme ça, en totale autonomie finalement, à peu près comme moi je l'ai fait. De ton côté je crois que c'était pas exactement ça. Pour moi ça a été un peu plus compliqué et ça a été aussi une petite claque de mon côté parce que moi je trouvais ça tellement évident. On était alors dans un cas différent, on parle là d'une cinquantaine de personnes. Nous, on avait déjà 20, presque 30 équipes différentes à modéliser. Donc une trentaine d'équipes et à un moment, on n'aime pas trop les organigrammes chez Scaleway. On n'aime pas les éditer et ça crée, même si je suis assez d'accord avec cette idée-là, ça crée aussi d'autres problèmes et des gens qui sont en demande de savoir exactement qui est où, etc. Et donc on avait 2 actions, la mienne qui était de visualiser un peu en un slide toute l'entreprise, ou au moins en tout cas du coup ces 30 équipes, et un besoin réellement de savoir qui est dans quelle équipe. Pour les gens, on appelle ça des squads chez nous, de la core squad, c'était à peu près évident. Par contre, on a ce qu'on appelle la squad étendue, c'est-à-dire des rôles, par exemple de design, de tech writers, qui ne sont pas dans une seule squad. Et eux, on avait besoin de savoir qui appartenait à quelle squad, etc. Donc on a eu 2 activités
enfin deux actions qui ont eu des répercussions sur différentes populations. Il y a des gens qui étaient très contents avec le grand fichier Excel où on savait qui était dans quel squad, avec quelle ligne silo fonctionnel derrière, etc. Et puis il y a des gens qui ont complètement acheté l'effort que j'avais fait de visualisation qui donnait la big picture de l'entreprise au niveau temps. Alors, pour l'instant on blablate, mais on n'a rien montré. Donc c'est un Rex, on voulait quand même s'arrêter et essayer de montrer qu'on avait publié des choses ou essayé des choses. Et donc voilà une version un peu anonymisée, mais du travail que j'ai réalisé moi de mon côté chez Scalo. Alors on voit, il y en a d'autres, mais 5 bases qui sont clairement aujourd'hui notre démarche, notre découpage, c'est-à-dire que derrière on a un head-off sur la partie technique et un lead PM qui sont dans la notion de crew, de gouvernance crew dans la démarche. C'est pas exactement ce qu'on a dit, on n'a pas dit que c'était une équipe, mais le fait de le visualiser comme ça permet aussi à ce groupe-là de managers de se dire notre place elle est là et on est une équipe en tant que manager. Et ça déclenche des super discussions, ça c'est un vrai point positif de l'effort, je trouve. Ensuite, on a toutes les équipes qu'on appelle les squads chez nous qui sont écrites dans tout. Donc là, c'est globalement, hein, elles sont effacées, mais c'est les équipes qu'on a. On a quelques équipes qui sont encore des components team. Et on a donc en vert 2 notions de plateforme team qui sont en train vraiment de. On se rend compte que c'est vraiment la même démarche et qu'on avait les équipes transverses. Alors sur la partie un peu console de notre côté, sur la partie billing, on a des choses comme ça qui sont des équipes qui sont au service du produit, de sa mise en prod, et on a les équipes plateforme qui sont un peu le club du club dans la démarche, et donc du coup qui ont des gens qui sont, on appelle ça des plateformes advocates pour l'instant, donc qui sont des gens qui vont dans les équipes et qui aident à comprendre et à utiliser les services de la plateforme et à ramener du feedback pour développer les meilleurs produits côté plateforme. On a des équipes en haut là par exemple où il y a le même management parce qu'en fait c'est déjà une scission dans 2 bases qui sont en train d'être différentes, qui pour l'instant ont la même direction technique, mais il y a 2 lead PM qui du coup sont vraiment gèrent une équipe de PM experts sur deux thématiques bien différentes chez nous. Donc bon, est-ce que ça va casser, est-ce que ça va rester comme ça? En tout cas c'est là, c'est une visualisation de l'état actuel. Et puis d'autres équipes qui sont du coup plateforme et transverse qui sont en train de se rapprocher de plus en plus. Techniquement c'est très différent, on a des gens qui sont très à la fois Ops, DevOps, etc. Même si DevOps chez nous c'est un peu toute l'histoire du truc. Et puis l'équipe transverse. Mais là, on est en train de fusionner le lead PM parce que finalement c'est 2 bases qui ont la même démarche de créer des produits pour nos équipes qui, eux, créent des produits pour leurs clients. Voilà. Alors, à gauche, vous avez l'organisation que la chaire Guiding Coalition a créée chez Cityscout au tout début de l'histoire. Et donc, on voit qu'il y a un ensemble d'équipes ultra spécialisées. Ils ont réutilisé les notions de forum, là et là, sous forme de, finalement, ce sont des gens qui sont piochés dans les équipes en question et qui vont affecter et répartir le travail entre tous. Donc, ils jouent les chefs d'orchestre. Et c'est cette notion de forum, finalement, leur a bien plu parce qu'ils disent non, c'est pas une équipe en tant que telle qui joue le chef d'orchestre sur la totalité des équipes, c'est des gens ce sont les leads qui sont piochés dans les équipes qui vont jouer les chefs d'orchestre auprès de toutes les équipes. Et puis, une fois qu'ils ont créé le schéma de gauche, donc avec les schémas de communication, avec les traits de communication, ils ont dit bon, essayons maintenant de reprendre le schéma on va dire standard et de voir où est-ce qu'on veut aller. Et donc
l'organisation cible qu'ils vous ont construite, c'est l'organisation de droite, dans lequel on se retrouve avec, alors dans le support, on a aussi le support téléphonique. Ils ont longuement hésité entre le mettre en experimentation crew à la sortie, parce que finalement le support téléphonique, c'est des gens qui sont en contact direct avec les utilisateurs, et peut-être que c'est eux qui peuvent remonter est-ce que les gens sont contents ou pas. Après, le point sur lequel ils ont vraiment souligné, qui était important pour eux, c'était de dire ok, ça c'est cool, on a créé une organisation cible, on va aller vers ce truc-là, mais finalement il y a plein de questions, et merci Thomas de nous les avoir posées, auxquelles on n'a pas répondu. Entre autres, comment on s'organise en interne. Est-ce qu'on fait du Kanban, du Scrum, quels sont les rituels qu'on va avoir? Est-ce qu'on se fait des daily meetings? Est-ce qu'on se fait, quels sont nos canaux de communication? Est-ce qu'on a un canal Slack public? Est-ce qu'on a des canaux Slack privés? Est-ce que comment les gens vont pouvoir nous interroger? Comment... Et en fait, tout ça, ce sont des questions qui sont pas... il n'y a pas de réponse à l'intérieur de Kix. Et au moment où on travaille sur une organisation, une nouvelle organisation, on est bien obligé de se poser ce genre de questions. En tout cas, obligé non, mais en tout cas, c'est mieux si on se les pose. Et puis après, voilà. Donc eux, ils ont répondu à un ensemble de questions comme ça, puis ils ont rajouté d'autres remarques, questions qui étaient à adresser, sur lesquelles ils n'avaient pas de réponse. Alors, on passe... Ah ouais, on avait prévu plein de questions. Mais on va passer à vos questions, parce que je crois que c'est la dernière minute. Ouais, ça à retenir, on est d'accord. Et les questions. Merci.